En 1850 commence l'expansion coloniale, où les grandes puissances comme la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne se divisent les pays d'Afrique et d'Asie. En effet, cette division se réalise lors de la conférence de Berlin en 1885, où les frontières sont délimitées sans tenir en compte les réalités géographiques et ethniques. La grande majorité des pays africains seront partagés par la France et la Grande-Bretagne, par exemple l'Algérie et Côte d'Ivoire. Lors de cette conférence, les colonisateurs délimitent leurs possessions pour limiter les risques d'un futur conflit, se proclament comme des régions puissantes et aussi limitent la puissance du roi belge Léopold II, qui possède 2,5 km du territoire africain. L'impérialisme est traduit par la formation des grands empires coloniaux, qui sont responsables du détriment des populations jugées comme inférieures. En recherchant des intérêts économiques et au nom d'une mission civilisatrice, ils maltraitent les individus des colonies, qui seront des esclaves imposés des travaux forcés. Les métropoles envoient des fonctionnaires gérer les territoires colonisés qui sont sous la domination du gouvernement. Les statuts de ces colonies sont variés. Dans certains territoires, les métropoles prennent le contrôle total sur la colonie. Il s'agit d'une administration directe, comme en Algérie. C'est la solution choisie par la France dans plusieurs de ses colonies. Dans les protectorats, les colonies gardent leur administration. Elles dépendent néanmoins de la métropole pour les décisions économiques ou de politique étrangère. C'est le cas du Maroc et de l'Inde. Les élites indigènes conservent quelques pouvoirs et travaillent avec les autorités coloniales. Il s'agit d'une politique d'association. Le Royaume-Uni utilise majoritairement ce mode de domination. Le mandat de la SND est un système de tutelle qui transfère la gestion des colonies turques et allemandes à des États vainqueurs de la guerre. Mais ces dernières doivent rapidement favoriser l'indépendance. C'est le cas de la Syrie. Dans le cas des colonies françaises, en 1881, ils adoptent un système judiciaire, l'indigénat, dans lequel les habitants des colonies conservent des droits uniquement locaux, mais ne sont en aucun cas des citoyens français. La politique coloniale a des intérêts économiques. Le marché basé sur la domination coloniale est l'un des piliers principaux de l'économie française. Ainsi, en 1957, le directeur des affaires économiques au ministère de la France d'Outre-mer, Pierre Moussa, pouvait ainsi écrire. On peut estimer que 500 000 Français environ résidant en métropole, dont 300 000 au titre de l'industrie, tirent directement ou à peu près directement leurs revenus du commerce entre la métropole et les pays d'outre-mer. Un ménage sur 28 en métropole vit donc grâce à l'existence d'un ensemble français. On estime qu'il y a 14 millions de ménages. Cette tableau nous montre qu'au fur et à mesure que la domination coloniale se développe, les importations et exportations avec l'empire colonial connaissent une croissance aussi. La deuxième raison présentée par les pays colonisateurs est une raison humanitaire. D'après Jules Ferry, les Français sont d'une race supérieure et par conséquent, ils ont des droits plus importants face aux races inférieures. Or, ces droits mènent à des devoirs supérieurs aussi. Les Européens doivent civiliser les Africains. C'est donc à cause de ceci que pour eux, la domination coloniale est nécessaire. Les Français doivent civiliser les autres. Le troisième but de la colonisation est un but politique. À cette époque, un État considéré comme une grande puissance, c'est au moment où il possède un empire colonial. C'est ainsi que la France va se lancer à la conquête coloniale pour ne pas être déclassée par les autres puissances. Et c'est une autre manière de montrer qu'après la défaite de 1871, la guerre franco-allemande, qu'elle reste encore une grande puissance sur laquelle il faut compter. L'opinion publique était utilisée pour affirmer ces justifications. En effet, les Français se positionnent comme les sauveurs. Le 10 février 2005, sous la présidence de Jacques Chirac, une loi est votée au Parlement français et a pour but d'insérer dans le programme scolaire la reconnaissance du rôle positif de la colonisation. Les enquêtes d'opinion ont montré que les 2 tiers des Français pensaient que la colonisation fut positive. Au Royaume-Uni, 44% des Britanniques sont fiers de leur passé colonial contre 21% qui regrettent d'après YouGov en 2016. Les Blancs affirment que les crimes déroulés pendant la colonisation étaient nécessaires pour exorciser leur noir de son infériorité, c'est-à-dire qu'ils ont rendu le continent moderne. Les colons ont apporté aux Africains également des langues comme l'anglais, le français et le portugais.
Aussi l'art de se tenir, d'avoir de l'élégance, de l'écriture, des sciences, etc. La propagande est menée par l'Agence générale des colonies. Elle a comme objectif d'informer et manipuler la morale des Français dans le but de donner une image positive de la colonisation et de montrer la supériorité européenne. On utilise souvent des arguments patriotiques, économiques et humanitaires, mais l'argument principal est de faire voir que les Français leur ont apporté la civilisation, le travail et le progrès. En effet, les supports utilisés sont divers. La presse, le cinéma, les affiches, les chansons, les publicités et même des expositions, dont la plus grande est l'exposition coloniale de 1931. Cette exposition met en scène des spectacles divers et des décors pharaoniques avec la reconstruction des monuments de colonies qui séduisent les visiteurs. Ces expositions sont mises en scène dans toute l'Europe. Cette propagande s'avère très efficace. Le colonialisme a permis l'étendue des territoires européens par les émigrations de ceux-ci. Mais certains indigènes furent de même emportés en Europe et servirent aux expositions coloniales, qu'on appelle aussi sous-humains. En effet, on pensait que cela ferait un bon spectacle pour les Européens qui ne pouvaient pas voyager. On faisait venir des indigènes d'Afrique, d'Amérique du Sud et des pays du Nord, qui vivaient dans des conditions déplorables et étaient traités comme des animaux, souvent obligés à danser pour divertir le public. On faisait venir des indigènes d'Afrique, d'Amérique du Sud et des pays du Nord, qui vivaient dans des conditions déplorables et étaient traités comme des animaux, souvent obligés à danser pour divertir le public. Peu à peu, une fausse idée d'indigène s'est formée progressivement dans la population européenne. Cette fausse image servait aussi à montrer le statut supérieur de l'homme blanc. L'idée de coloniser et d'exposer des êtres humains derrière des barrières ne semblait plus déranger la population. Au contraire, on faisait croire que la colonisation servait à éduquer ces sauvages et à les civiliser. Ces expositions ont reçu environ 1,5 million de visiteurs entre 1810 et 1940, avec environ 35 000 personnes qui étaient exhibées. On a par exemple le cas de Sarah Baartman, connue aussi comme Vénus Noire. C'est un cas des plus célèbres de nos jours. Elle a été amenée à Paris pour être exhibée comme bête de foire, où elle a souffert des abus physiques et sexuels. La Vénus Noire a été dotée d'une particularité physique qui n'était pas connue en Europe, un fessier surdéveloppé. Sarah Baartman sera aussi une célébrité posthume. Son corps difforme sera moulé et exhibé dans le musée de l'homme à Paris. D'autre part, on a le cas du Congo. En 1885, Léopold II était obsédé de posséder une colonie. Pourtant, on lui attribue le Congo comme propriété personnelle. Le premier abus réalisé était économique, qui fait base sur les richesses locales, le caoutchouc et l'ivoire. Ça rejoint de 1891 le monopole de leur exploitation. L'État du Congo organise alors un système répressif, brutal et sauvage pour faire travailler les populations autochtones. Ensuite, les indigènes souffraient aussi des abus physiques. S'ils essayaient d'évader le travail forcé ou qu'ils ne réussissent pas à récolter assez de caoutchouc d'ivoire, souffraient des massacres en masse, torture, châtiments corporels et asservissement. Les punitions plus répandues sont les coupages des membres du corps ou le massacre des familles qui ne rapportaient pas assez de ressources. Il y a aussi un abus environnemental, notamment à Madagascar, avec la déforestation qui a été causée par les politiques de l'État colonial en matière d'utilisation des terres et d'agriculture. Ce problème de la déforestation a commencé quand Madagascar était annexé comme colonie française en 1896. Une grande partie de ces processus de déforestation peuvent être reproduits. Ce qui s'est passé dans de nombreuses anciennes colonies sous les tropiques peut passer à nouveau. Les causes profondes historiques de cette déforestation sont clairement liées à l'expropriation et à l'exploitation des ressources naturelles au profit des puissances coloniales. Notamment, les Malgaches souffrent des abus psychologiques. Un exemple est celui des avions qui contenaient des prisonniers vivants, dont le but était d'être jetés sur des villages afin de terroriser les habitants. Cela faisait partie de la nouvelle technique de la guerre psychologique. Les indigènes étaient alors considérés comme des sujets sans droit politique soumis au travail forcé. Par exemple, ils construisent des routes de chemin de fer. Ils sont exploités par les grandes compagnies grâce aux concessions, c'est-à-dire le droit exclusif de l'utilisation des ressources et de la main-d'œuvre sans limite. Ils sont pour la plupart privés de l'éducation. De plus, les services médicaux sont dérisoires.
un médecin pour 10 000 personnes à Madagascar. Enfin, ils sont maltraités et exhibés dans les foires ou des expositions coloniales, dans des sous-humains exposés au regard des visiteurs comme des animaux ou des bêtes curieuses. Nous pouvons donc conclure que si bien la colonisation a permis l'expansion européenne, face à tous ces abus de la part de la métropole, physique et psychologique, et même un véritable pillage de terre qui a eu lieu, les habitants vont commencer à se révolter et vont surtout suivre des figures révolutionnaires telles que Lumumba et Gandhi pour enfin atteindre leur indépendance. Indépendance.